Chapitre 3 de 813 par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 3. Monsieur Lenormand commence ses opérations. Section 1. Auguste, faites entrer Monsieur Lenormand. L'huissier sortit et quelques secondes plus tard introduisit le chef de la sûreté. Il y avait, dans le vaste cabinet du ministère de la place Beauvau, 3 personnes. Le fameux Valenglais, leader du parti radical depuis 30 ans, actuellement président du Conseil et ministre de l'Intérieur. M. Testard, procureur général, et le préfet de police Delhomme. Le préfet de police et le procureur général ne quittèrent pas les chaises où ils avaient pris place pendant la longue conversation qu'ils venaient d'avoir avec le président du Conseil, mais celui-ci se leva et, serrant la main du chef de la sûreté, lui dit du ton le plus cordial. « Je ne doute pas, mon cher Lenormand, que vous ne sachiez la raison pour laquelle je vous ai prié de venir. L'affaire Kesselbach, oui, l'affaire Kesselbach. Il n'est personne qui ne se rappelle non seulement cette tragique affaire Kesselbach dont j'ai entrepris de débrouiller les chevaux complexes, mais encore les moindres péripéties du drame qui nous passionna tous en ces dernières années. Et personne non plus qui ne se souvienne de l'extraordinaire émotion qu'elle souleva en France et hors de France. Et cependant, plus encore que ce triple meurtre accompli dans des circonstances si mystérieuses, plus encore que l'atrocité détestable de cette boucherie, plus encore que tout, il est une chose qui bouleversa le public, ce fut la réapparition, on peut dire, la résurrection d'Arsène Lupin. Arsène Lupin, nul n'avait plus entendu parler de lui depuis 4 ans, depuis son incroyable, sa stupéfiante aventure de l'Aiguille Creuse, depuis le jour où, sous les yeux de Herlotte Sholmès et d'Isidore Beautrelet, il s'était enfui dans les ténèbres, emportant sur son dos le cadavre de celle qu'il aimait et suivi de sa vieille servante, Victoire. Depuis ce jour-là, généralement, on le croyait mort. C'était la version de la police qui, ne retrouvant aucune trace de son adversaire, l'enterrait purement et simplement. D'aucuns, pourtant, le supposant sauvé, lui attribuaient l'existence paisible d'un bon bourgeois qui cultive son jardin, entre son épouse et ses enfants, tandis que d'autres prétendaient que, courbé sous le poids du chagrin et là des vanités de ce monde, il s'était cloîtré dans un couvent de trappistes. Et voilà qu'il surgissait de nouveau. Voilà qu'il reprenait sa lutte sans merci contre la société. Arsène Lupin redevenait Arsène Lupin, le fantaisiste, l'intangible, le déconcertant, l'audacieux, le génial Arsène Lupin. Mais cette fois, un cri d'horreur s'éleva. Arsène Lupin avait tué. Et la sauvagerie, la cruauté, le cynisme implacable du forfait étaient tels que du coup, la légende du héros, sympathique, de l'aventurier chevaleresque et au besoin sentimental, fit place à une vision nouvelle de monstres inhumains, sanguinaires et féroces. La foule exécra et redouta son ancienne idole, avec d'autant plus de violence qu'elle l'avait admiré naguère pour sa grâce légère et sa bonne humeur amusante. Et l'indignation de cette foule apeurée se tourna dès lors contre la police. Jadis on avait ri. On pardonnait au commissaire Rosset, pour la façon comique dont il se laissait rosser. Mais la plaisanterie avait trop duré, et dans un élan de révolte et de fureur, on demandait compte à l'autorité des crimes inqualifiables qu'elle était impuissante à prévenir. Ce fut dans les journaux, dans les réunions publiques, dans la rue, à la tribune même de la Chambre, une telle explosion de colère que le gouvernement s'émut et chercha par tous les moyens à calmer la surexcitation publique. Valenglais, le président du Conseil, avait précisément un goût très vif pour toutes les questions de police, et c'était plus souvent à suivre de près certaines affaires avec le chef de la sûreté, dont il prisait les qualités et le caractère indépendant. Il convoqua dans son cabinet le préfet et le procureur général, avec lesquels il s'entretint, puis M. Lenormand. « Oui, mon cher Lenormand, il s'agit de l'affaire Kesselbach. Mais avant d'en parler, j'attire votre attention sur un point qui tracasse particulièrement M. le préfet de police. M. Delhomme, voulez-vous expliquer à M. Lenormand ? » « Oh, monsieur Lenormand sait parfaitement à quoi s'en tenir à ce sujet, répliqua le préfet d'un ton qui indiquait peu de bienveillance pour son subordonné. Nous en avons causé tous deux. Je lui ai dit ma façon de penser sur sa conduite incorrecte au Palace-Hôtel. D'une façon générale, on est indigné. Monsieur Lenormand se leva, sortit de sa poche un papier qu'il déposa sur la table. « Qu'est ceci » demanda Valenglais. « Ma démission, monsieur le président. » Valenglais bondit. « Quoi ? Votre démission ? Pour une observation bénigne que monsieur le préfet vous adresse, et à laquelle il n'attribue d'ailleurs aucune espèce d'importance, n'est-ce pas, Delhomme ? Aucune espèce d'importance. Et voilà que vous prenez la mouche ? Vous avouerez, mon bon Lenormand, que vous avez un fichu caractère. Allons, rentrez-moi ce chiffon de papier, et parlons sérieusement.
Le chef de la sûreté se rassit et Valanglais, imposant le silence au préfet qui ne cachait pas son mécontentement, prononça. En 2 mots, le Normand, voici la chose. La rentrée en scène de Lupin nous embête. Assez longtemps, cet animal-là s'est fichu de nous. C'était drôle, je le confesse, et pour ma part, j'étais le premier à en rire. Il s'agit maintenant de crime. Nous pouvions suppiller Arsène Lupin tant qu'il amusait la galerie. S'il tue, non. Et alors, monsieur le président, que me demandez-vous? Ce que nous demandons? Oh, c'est bien simple. D'abord son arrestation, ensuite sa tête. Son arrestation? Je puis vous la promettre pour un jour ou l'autre. Sa tête? Non. Comment? Si on l'arrête, c'est la cour d'assises. La condamnation inévitable et l'échafaud. Non. Et pourquoi non? Parce que Lupin n'a pas tué. Hein? Mais vous êtes fou, le Normand. Et les cadavres du Palace Hotel, c'est une fable peut-être? Et il n'y a pas eu triple assassinat? Oui, mais ce n'est pas Lupin qui l'a commis. Le chef articula ces mots très posément, avec une tranquillité et une conviction impressionnantes. Le procureur et le préfet protestèrent. Mais Valanglais reprit. Je suppose, le Normand, que vous n'avancez pas cette hypothèse sans de sérieux motifs. Ce n'est pas une hypothèse. La preuve? Il en est 2 d'abord. 2 preuves de nature morale que j'ai sur le champ exposées à monsieur le juge d'instruction et que les journaux ont soulignées. Avant tout, Lupin ne tue pas. Ensuite, pourquoi aurait-il tué puisque le but de son expédition, le vol, était accompli et qu'il n'avait rien à craindre d'un adversaire attaché et bâillonné? Soit, mais les faits. Les faits ne valent pas contre la raison et la logique, et puis les faits sont encore pour moi. Que signifierait la présence de Lupin dans la chambre où l'on a trouvé l'étui à cigarette? D'autre part, les vêtements noirs que l'on a trouvés, et qui étaient évidemment ceux du meurtrier, ne concordent nullement comme taille avec ceux d'Arsène Lupin. Vous connaissez donc, vous? Moi, non. Mais Edwards l'a vu. Gourel l'a vu. Et celui qu'ils ont vu n'est pas celui que la femme de chambre a vu dans l'escalier de service, entraînant Chapman par la main. Alors, votre système? Vous voulez dire la vérité, monsieur le président. La voici, ou du moins, ce que je sais de la vérité. Mardi, le 16 avril, un individu, Lupin, a fait éruption dans la chambre de M. Kesselbach vers 2 heures de l'après-midi. Un éclat de rire interrompit M. Lenormand. C'était le préfet de police. Laissez-moi vous dire, monsieur Lenormand, que vous précisez avec une hâte un peu excessive. Il est prouvé qu'à 3 heures ce jour-là, M. Kesselbach est entré au Crédit Lyonnais et qu'il est descendu dans la salle des coffres. Sa signature sur le registre en témoigne. M. Lenormand attendit respectueusement que son supérieur eût fini de parler, puis, sans même se donner la peine de répondre directement à l'attaque, il continua. Vers 2 heures de l'après-midi, Lupin, aidé d'un complice, un nommé Marco, a ligoté M. Kesselbach, l'a dépouillé de tout l'argent liquide qu'il avait sur lui, et l'a contraint à révéler le chiffre de son coffre du Crédit Lyonnais. Aussitôt le secret connu, Marco est parti. Il a rejoint un deuxième complice, lequel, profitant d'une certaine ressemblance avec M. Kesselbach, ressemblance d'ailleurs qu'il accentua ce jour-là en portant des habits semblables à ceux de M. Kesselbach et en se munissant de lunettes d'or, entra au Crédit Lyonnais, imita la signature de M. Kesselbach, vida le coffre et se retourna, accompagné de Marco. Celui-ci, aussitôt, téléphona à Lupin. Lupin, sûr alors que M. Kesselbach ne l'avait pas trompé, et le but de son expédition étant rempli, s'en alla. Valanglais semblait hésitant. Oui, oui, admettons, mais ce qui m'étonne, c'est qu'un homme comme Lupin ait risqué si gros pour un si piètre bénéfice. Quelques billets de banque et le contenu, toujours hypothétique, d'un coffre-fort. Lupin convoitait davantage. Il voulait, ou bien l'enveloppe en maroquin qui se trouvait dans le sac de voyage, ou bien la cassette en ébène qui se trouvait dans le coffre-fort. Cette cassette, il l'a eue, puisqu'il l'a renvoyée vide. Donc aujourd'hui, il connaît, ou il est en voie de connaître, le fameux projet que formait M. Kesselbach et dont il entretenait son secrétaire quelques instants avant sa mort. Quel est ce projet? Je ne sais pas. Le directeur de l'agence, Barbareux, auquel il s'en était ouvert, m'a dit que M. Kesselbach recherchait un individu, un déclassé, paraît-il, nommé Pierre le Duc. Pour quelle raison cette recherche? Et par quel lien peut-on la rattacher à son projet? Je ne saurais le dire. Soit, conclut Valanglais. Voilà pour Arsène Lupin, son rôle est fini. M. Kesselbach est ligoté, dépouillé, mais vivant. Que se passe-t-il jusqu'au moment où on le retrouve mort? Rien, pendant des heures. Rien jusqu'à la nuit. Mais au cours de la nuit, quelqu'un est entré. Par où? Par la chambre 420, une des chambres qu'avait retenue M. Kesselbach. L'individu possédait évidemment une fausse clé. Mais, s'écria le préfet de police, entre cette chambre et l'appartement, toutes les portes étaient verrouillées, et il y en a 5. Restait le balcon. Le balcon? Oui, c'est le même pour tout l'étage, sur la rue de Judée. Et les séparations?
Un homme agile pour les franchir. Le nôtre les a franchis, j'ai relevé les traces. Mais toutes les fenêtres de l'appartement étaient closes, et l'on a constaté, après le crime, qu'elles l'étaient encore. Sauf une, celle du secrétaire Chapman, laquelle n'était que poussée. J'en ai fait l'épreuve moi-même. Cette fois, le président du conseil parut quelque peu ébranlé, tellement la version de M. Lenormand semblait logique, serrée, étayée de faits solides. Il demanda avec un intérêt croissant. Mais cet homme, dans quel but venait-il? Je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas? Non, pas plus que je ne sais son nom. Mais pour quelle raison a-t-il tué? Je ne sais pas. Tout au plus a-t-on le droit de supposer qu'il n'était pas venu dans l'intention de tuer, mais dans l'intention, lui aussi, de prendre les documents contenus dans l'enveloppe de Maroquin et dans la cassette, et que, placé par le hasard en face d'un ennemi réduit à la puissance, il l'a tué. Valanglais murmura. Cela se peut, oui, à la rigueur, et selon vous, trouva-t-il les documents? Il ne trouva pas la cassette, puisqu'elle n'était pas là, mais il trouva, au fond du sac de voyage, l'enveloppe de Maroquin noir, de sorte que Lupin et l'autre en sont au même point tous les deux. Tous les deux, ils savent, sur le projet de Kesselbach, les mêmes choses. C'est-à-dire, nota le président, qu'ils vont se combattre. Justement. Et la lutte a déjà commencé. L'assassin, trouvant une carte d'Arsène Lupin, l'épingla sur le cadavre. Toutes les apparences seraient ainsi contre Arsène Lupin. Donc, Arsène Lupin serait le meurtrier. En effet, déclara Valanglais. Le calcul ne manquait pas de justesse. Et le stratagème aurait réussi, continua M. Lenormand, si, par suite d'un autre hasard, défavorable à celui-là, l'assassin, soit à l'aller, soit au retour, avait perdu dans la chambre 420 son étui à cigarette. Et si le garçon d'hôtel, Gustave Bedeau, ne l'y avait ramassé. Dès lors, se sachant découvert ou sur le point de l'être, comment le savait-il? Comment? Mais par le juge d'instruction Formerie lui-même. L'enquête a eu lieu toute porte ouverte. Et il est certain que le meurtrier se cachait parmi les assistants, employés d'hôtel ou journalistes, lorsque le juge d'instruction envoya Gustave Bedeau dans sa mansarde chercher l'étui à cigarette. Bedeau monta, l'individu le suivit et frappa. Seconde victime. Personne ne protestait plus. Le drame se reconstituait, saisissant de réalité et d'exactitude vraisemblables. Et la troisième, fit Valanglais. Celle-là s'offrit elle-même au coup. Ne voyant pas revenir Bedeau, Chapman, curieux d'examiner lui-même cet étui à cigarette, partit avec le directeur de l'hôtel. Surpris par le meurtrier, il fut entraîné par lui, conduit dans une des chambres et à son tour assassiné. Mais pourquoi se laissa-t-il ainsi entraîner et diriger par un homme qu'il savait être l'assassin de M. Kesselbach et de Gustave Bedeau? Je ne sais pas. Pas plus que je ne connais la chambre où le crime fut commis. Pas plus que je ne devine la façon vraiment miraculeuse dont le coupable s'échappa. On a parlé de deux étiquettes bleues. Oui, l'une trouvée sur la cassette que Lupin a renvoyée, l'autre trouvée par moi, et provenant sans doute de l'enveloppe en maroquin que l'assassin avait volée. Eh bien, pour moi, elle ne signifie rien. Ce qui signifie quelque chose, c'est ce chiffre, 813, que M. Kesselbach inscrivit sur chacune d'elles. On a reconnu son écriture. Et ce chiffre, 813, mystère. Alors, je dois vous répondre une fois de plus que je n'en sais rien. Vous n'avez pas de soupçons? Aucun. 2 hommes à moi habitent une des chambres du Palace Hotel, à l'étage où on a retrouvé le cadavre de Chapman. Par eux, je fais surveiller toutes les personnes de l'hôtel. Le coupable n'est pas au nombre de celles qui sont parties. N'a-t-on pas téléphoné pendant le massacre? Oui. De la ville, quelqu'un a téléphoné au major Parbury, une des 4 personnes qui habitaient le couloir du premier étage. Et ce major? Je le fais surveiller par mes hommes. Jusqu'ici, on n'a rien relevé contre lui. Et dans quel sens allez-vous chercher? Oh, dans un sens très précis. Pour moi, l'assassin compte parmi les amis ou les relations du ménage Kesselbach. Il suivait leurs pistes, il connaissait leurs habitudes, la raison pour laquelle M. Kesselbach était à Paris, et il soupçonnait tout au moins l'importance de ses desseins. Ce ne serait donc pas un professionnel du crime. Non, 1000 fois non. Le crime fut exécuté avec une habileté et une audace inouïes, mais il fut commandé par les circonstances. Je le répète, c'est dans l'entourage de M. et Mme Kesselbach qu'il faut chercher. Et la preuve, c'est que l'assassin de M. Kesselbach n'a tué Gustave Bedeau que parce que le garçon d'hôtel possédait l'étui à cigarette, et Chapman que parce que le secrétaire en connaissait les distances. Rappelez-vous l'émotion de Chapman. Sur la description seule de l'étui à cigarette, Chapman a eu l'intuition du drame. S'il avait vu l'étui à cigarette, nous étions renseignés. L'inconnu ne s'y est pas trompé. Il a supprimé Chapman, et nous ne savons rien que ses initiales M et M. Il réfléchit et prononça. Encore une preuve qui est une réponse à l'une de vos questions, monsieur le président. Croyez-vous que Chapman eût suivi cet homme à travers les couloirs et les escaliers de l'hôtel,
S'il ne l'avait déjà connu? Les faits s'accumulaient. La vérité, ou du moins la vérité probable, se fortifiait. Bien des points, les plus intéressants peut-être, demeuraient obscurs. Mais quelle lumière! À défaut des motifs qui les avaient inspirés, comme on apercevait clairement la série des actes accomplis en cette tragique matinée. Il y eut un silence. Chacun méditait, cherchait des arguments, des objections. Enfin, Valanglais s'écria. « Mon cher Lenormand, tout cela est parfait, vous m'avez convaincu. Mais au fond, nous n'en sommes pas plus avancés pour cela. » Comment? Mais oui, le but de notre réunion n'est pas du tout de déchiffrer une partie de l'énigme, que, un jour ou l'autre, je n'en doute pas, vous déchiffrerez tout entière, mais de donner satisfaction, dans la plus large mesure possible, aux exigences du public. Or, que le meurtrier soit Lupin ou non, qu'il y ait 2 coupables ou bien 3 ou bien un seul, cela ne nous donne ni le nom du coupable, ni son arrestation. Et le public a toujours cette impression désastreuse que la justice est impuissante. Qu'y puis-je faire? Précisément, donner au public la satisfaction qu'il demande. Mais il me semble que ces explications suffiraient déjà. Des mots, il veut des actes. Une seule chose le contenterait, une arrestation. Diable, diable! Nous ne pouvons pourtant pas arrêter le premier venu. Ça vaudrait mieux que de n'arrêter personne, fit Valanglais en riant. Voyons, cherchez bien. Êtes-vous sûr d'Edwards, le domestique de Kesselbach? Absolument sûr. Et puis non, monsieur le président, ce serait dangereux, ridicule. Et je suis persuadé que monsieur le procureur général lui-même, il n'y a que 2 individus que nous avons le droit d'arrêter. L'assassin, je ne le connais pas, et Arsène Lupin. Eh bien, on n'arrête pas Arsène Lupin, ou du moins il faut du temps. Un ensemble de mesures que je n'ai pas encore eu le loisir de combiner, puisque je croyais Lupin rangé, ou mort. Valanglais frappa du pied, avec l'impatience d'un homme qui aime bien que ses désirs soient réalisés sur le champ. Cependant, mon cher Lenormand, il le faut pour vous aussi. Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez des ennemis puissants, et que si je n'étais pas là, enfin, il est inadmissible que vous, le Normand, vous vous dérobiez ainsi. Et les complices, qu'en faites-vous? Il n'y a pas que Lupin, il y a Marco, il y a aussi le coquin qui a joué le personnage de M. Kesselbach pour descendre dans les caves du Crédit Lyonnais. Celui-là vous suffirait-il, monsieur le président? S'il me suffirait, nom d'un chien, je vous crois. Eh bien, donnez-moi 8 jours. 8 jours? Mais ce n'est pas une question de jours, mon cher Lenormand. C'est plus simplement une question d'heures. Combien m'en donnez-vous, monsieur le président? Valanglais tira sa montre et ricana. Je vous donne 10 minutes, mon cher Lenormand. Le chef de la sûreté tira la sienne et scanda d'une voix posée. C'est 4 de trop, monsieur le président. Section 2. Valanglais le regarda stupéfait. 4 de trop? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis, monsieur le président, que les 10 minutes que vous m'accordez sont inutiles. J'en ai besoin de 6, pas une de plus. Ah, ça, mais, le Normand, la plaisanterie ne serait peut-être pas d'un goût. Le chef de la sûreté s'approcha de la fenêtre et fit un signe à 2 hommes qui se promenaient en devisant tout tranquillement dans la cour d'honneur du ministère. Puis il revint. Monsieur le procureur général, ayez l'obligeance de signer un mandat d'arrêt au nom de Delron, Auguste Maximin Philippe, âgé de 47 ans. Vous laisserez la profession en blanc. Il ouvrit la porte d'entrée. Tu peux venir, Gourel. Toi aussi, Dieuzy. Gourel se présenta, escorté de l'inspecteur Dieuzy. Tu as les menottes, Gourel? Oui, chef. Monsieur Lenormand s'avança vers Valanglais. Monsieur le président, tout est prêt. Mais j'insiste auprès de vous de la façon la plus pressante pour que vous renonciez à cette arrestation. Elle dérange tous mes plans. Elle peut les faire avorter. Et, pour une satisfaction, somme toute minime, elle risque de tout compromettre. Monsieur Lenormand, je vous ferai remarquer que vous n'avez plus que 80 secondes. Le chef réprima un geste d'agacement, arpenta la pièce de droite et de gauche, en s'appuyant sur sa canne, s'assit d'un air furieux, comme s'il décidait de se taire, puis soudain, prenant son parti. Monsieur le président, la première personne qui entrera dans son bureau sera celle dont vous avez voulu l'arrestation contre mon gré. Je tiens à bien le spécifier. Plus que 15 secondes, Normand. Gourel, Dieuzy, la première personne, n'est-ce pas? Monsieur le procureur général, vous avez mis votre signature? Plus que 10 secondes, Normand. Monsieur le président, voulez-vous avoir l'obligeance de sonner? Valanglais sonna. L'huissier se présenta au seuil de la porte et attendit. Valanglais se tourna vers le chef. Eh bien, Lenormand, on attend vos ordres. Qui doit-on introduire? Personne. Mais ce coquin dont vous nous avez promis l'arrestation. Les 6 minutes sont largement écoulées. Oui, mais le coquin est ici. Comment? Je ne comprends pas. Personne n'est entré. Si? Ah, ça, mais voyons, Lenormand. Vous vous moquez de moi? Je vous répète qu'il n'est entré personne.
Nous étions 4 dans ce bureau, monsieur le président. Nous sommes 5. Par conséquent, il est entré quelqu'un. Valanglais sursauta. Hein? C'est de la folie? Que voulez-vous dire? Les 2 agents s'étaient glissés entre la porte et l'huissier. Monsieur Lenormand s'approcha de celui-ci, lui plaqua les mains sur l'épaule et d'une voix forte. Au nom de la loi, d'Aileron Auguste Maximin Philippe, chef des huissiers à la présidence du conseil, je vous arrête. Valanglais éclata de rire. Ah, elle est bonne, celle-là est bonne, ce sacré Lenormand, il y en a de drôles. Bravo Lenormand, il y a longtemps que je n'avais ri comme ça. Monsieur Lenormand se tourna vers le procureur général. Monsieur le procureur général, n'oubliez pas de mettre sur le mandat la profession du sieur d'Aileron, n'est-ce pas? Chef des huissiers à la présidence du conseil. Mais oui, chef des huissiers à la présidence du conseil, bégaya Valanglais qui se tenait les côtes. Ah, ce bon Lenormand a des trouvailles de génie. Le public réclamait une arrestation au flanc. Il lui flanque par la tête qui? Mon chef des huissiers, Auguste, le serviteur modèle. Eh bien vrai, Lenormand, je vous savais une certaine dose de fantaisie, mais pas à ce point-là, mon cher, quel culot! Depuis le début de la scène, Auguste n'avait pas bougé et semblait ne rien comprendre à ce qui s'est passé autour de lui. Sa bonne figure de subalterne loyal et fidèle avait un air absolument ahuri. Il regardait tour à tour ses interlocuteurs, avec un effort visible pour saisir le sens de leurs paroles. Monsieur Lenormand dit quelques mots à Gourel qui sortit. Puis, s'avançant vers Auguste, il prononça nettement. « Rien à faire, tu es pincé. Le mieux est d'abattre son jeu quand la partie est perdue. Qu'est-ce que tu as fait mardi? Moi? Rien, j'étais ici. Tu mens. C'était ton jour de congé, tu es sorti. En effet, je me rappelle un ami de province qui est venu. Nous nous sommes promenés au bois. L'ami s'appelait Marco. Et vous vous êtes promené dans les caves du Crédit Lyonnais. Moi? En voilà une idée. Marco? Je ne connais personne de ce nom-là. Et ça, connais-tu ça? S'écria le chef en lui mettant sous le nez une paire de lunettes à branches d'or. Mais non, je ne porte pas de lunettes. Si, tu en portes quand tu vas au Crédit Lyonnais et que tu te fais passer pour M. Kesselbach. C'est la Vienne de la chambre que tu occupes, sous le nom de M. Jérôme, au numéro 5 de la rue du Colisée. Moi? Une chambre? Je couche au ministère. Mais tu changes de vêtements là-bas, pour jouer tes rôles dans la bande de Lupin. L'autre passa la main sur son front couvert de sueur. Il était livide, il balbutia. Je ne comprends pas. Vous dites des choses. T'en faut-il une que tu comprennes mieux? Tiens, voilà ce qu'on trouve parmi les chiffons de papier que tu jettes à la corbeille, sous ton bureau de l'antichambre, ici même. Et monsieur Lenormand déplia une feuille de papier à en-tête du ministère, où on lisait à divers endroits, tracé d'une écriture qui tâtonne, Rudolf Kesselbach. Eh bien, qu'en es-tu de celle-là, brave serviteur? Des exercices d'application sur la signature de M. Kesselbach? Est-ce une preuve? Un coup de poing en pleine poitrine fit chanceler M. Lenormand. D'un bond, Auguste fut devant la fenêtre ouverte, enjamba l'appui et sauta dans la cour d'honneur. « Nom d'un chien !» cria Valanglais. « Ah, le bandit !» Il sonna, courut, voulut appeler par la fenêtre. M. Lenormand lui dit avec le plus grand calme. « Ne vous agitez pas, monsieur le président. Mais, cette canaille d'Auguste, une seconde, je vous en prie, j'avais prévu ce dénouement. Je l'escomptais même, il n'est pas de meilleur aveu. » Dominé par tant de sang-froid, Valanglais reprit sa place. Au bout d'un instant, Gourel faisait son entrée en tenant par le collet le sieur d'Aileron Auguste Maximin Philippe, dit Jérôme, chef des huissiers à la présidence du conseil. « Amen, Gourel !» dit M. Lenormand, comme on dit « apporte » au bon chien de chasse qui revient avec le gibier en travers de sa gueule. « Il s'est laissé faire? Il a un peu mordu, mais chair et dure, répliqua le brigadier en montrant sa main énorme et noueuse. « Bien, Gourel. Maintenant, mène-moi ce bonhomme-là au dépôt, dans un fiacre. Sans adieu, monsieur Jérôme. » Valanglais s'amusait beaucoup. Il se frottait les mains en riant. L'idée que le chef de ses huissiers était un des complices de Lupin lui semblait la plus charmante et la plus ironique des aventures. « Bravo, mon cher Lenormand. Tout cela est admirable, mais comment diable avez-vous manœuvré? »« Oh, de la façon la plus simple. Je savais que M. Kesselbach s'était adressé à l'agence Barbareux, et que Lupin s'était présenté chez lui, soi-disant de la part de cette agence. J'ai cherché de ce côté-là, et j'ai découvert que l'indiscrétion commise au préjudice de M. Kesselbach et de Barbareux n'avait pu l'être qu'au profit d'un nommé Jérôme, ami d'un employé de l'agence. Si vous ne m'aviez pas ordonné de brusquer les choses, je surveillais l'huissier et j'arrivais à Marco, puis à Lupin. Vous y arriverez, Lenormand, et nous allons assister au spectacle le plus passionnant du monde, la lutte entre Lupin et vous. Je parie pour vous. » Le lendemain matin, les journaux publiaient cette lettre. Lettre ouverte à M. Lenormand,
chef de la sûreté. Tous mes compliments, cher monsieur et ami, pour l'arrestation de l'huissier Jérôme. Ce fut de la bonne besogne, bien faite et digne de vous. Toutes mes félicitations également pour la façon ingénieuse avec laquelle vous avez prouvé au président du conseil que je n'étais pas l'assassin de M. Kesselbach. Votre démonstration fut claire, logique, irréfutable, et qui plus est, véridique. Comme vous le savez, je ne tue pas. Merci de l'avoir établi en cette occasion. L'estime de mes contemporains et la vôtre, cher monsieur et ami, me sont indispensables. En revanche, permettez-moi de vous assister dans la poursuite du monstrueux assassin et de vous donner un coup d'épaule dans l'affaire Kesselbach. Affaire très intéressante, vous pouvez m'en croire. Si intéressante et si digne de mon attention, que je sors de la retraite où je vivais depuis 4 ans, entre mes livres et mon bon chien Sherlock, que je bats le rappel de tous mes camarades et que je me jette de nouveau dans la mêlée. Comme la vie a des retours imprévus, me voici votre collaborateur. Soyez sûr, cher monsieur et ami, que je m'en félicite et que j'apprécie à son juste prix cette faveur de la destinée. Signé Arsène Lupin. Post-scriptum. Un mot encore pour lequel je ne doute pas que vous m'approuviez. Comme il est inconvenant qu'un gentleman, qui eut le glorieux privilège de combattre sous ma manière, pourrit sur la paille humide de vos prisons, je crois devoir loyalement vous prévenir que dans 5 semaines, le vendredi le 31 mai, je mettrai en liberté le sieur Jérôme, promu par moi au grade de chef des huissiers à la présidence du conseil. N'oubliez pas la date, le vendredi 31 mai. A.L. Fin du chapitre 3. Chapitre 4 de 813 par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Le prince Cernine à l'ouvrage, première partie. Section 1. Un rez-de-chaussée au coin du boulevard Haussmann et de la rue de Courcelles. C'est là qu'habite le prince Cernine, un des membres les plus brillants de la colonie russe à Paris, et dont le nom revient à chaque instant dans les déplacements et villégiatures des journaux. 11 heures du matin. Le prince entre dans son cabinet de travail. C'est un homme de 35 à 40 ans, dont les cheveux châtains se mêlent de quelques fils d'argent. Il a un teint de belle santé, de fortes moustaches et des favoris coupés très courts, à peine dessinés sur la peau fraîche des joues. Il est correctement vêtu d'une redingote grise qui lui serre la taille et d'un gilet à dépassant de coutil blanc. « Allons, dit-il à mi-voix, je crois que la journée va être rude. » Il ouvrit une porte qui donnait dans une grande pièce où quelques personnes attendaient. Et il dit « Varnier est là ? Entre donc, Varnier. » Un homme, à l'allure de petit bourgeois, trapu, solide, bien d'aplomb sur ses jambes, vint à son appel. Le prince referma la porte sur lui. « Eh bien, où en es-tu, Varnier ? Tout est prêt pour ce soir, patron. Parfait. Raconte en quelques mots. Voilà, depuis l'assassinat de son mari, Madame Kesselbach, sur la foi du prospectus que vous lui avez fait envoyer, a choisi comme demeure la maison de retraite pour dames située à Garches. Elle habite au fond du jardin, le dernier des 4 pavillons que la direction loue aux dames qui désirent vivre tout à fait à l'écart des autres pensionnaires. Le pavillon de l'impératrice. Comme domestique, sa demoiselle de compagnie, Gertrude, avec laquelle elle est arrivée quelques heures après le crime, et la sœur de Gertrude, Suzanne, qu'elle a fait venir de Monte-Carlo et qui lui sert de femme de chambre. Les 2 sœurs lui sont toutes dévouées. Edwards, le valet de chambre, elle ne l'a pas gardé. Il est retourné dans son pays. Elle voit du monde? Personne. Elle passe son temps étendue sur un divan. Elle semble très faible, malade, elle pleure beaucoup. Hier, le juge d'instruction est resté 2 heures auprès d'elle. Bien. La jeune fille, maintenant? Mademoiselle Geneviève Ernemont habite de l'autre côté de la route. Une ruelle qui s'en va vers la pleine campagne. Et dans cette ruelle, la 3e maison à droite. Elle tient une école libre et gratuite pour enfants retardataires. Sa grand-mère, Madame Ernemont, demeure avec elle. Et d'après ce que tu m'as écrit, Geneviève Ernemont et Madame Kesselbach ont fait connaissance. Oui, la jeune fille a été demandée à Madame Kesselbach des subsides pour son école. Elles ont dû se plaire, car voici 4 jours qu'elles sortent ensemble dans le parc de Villeneuve, dont le jardin de la maison de retraite n'est qu'une dépendance. À quelle heure sortent-elles? De 5 à 6. À 6 heures juste, la jeune fille rejoint son école. Donc, tu as organisé la chose. Pour aujourd'hui, 6 heures, tout est prêt. Il n'y aura personne. Il n'y a jamais personne dans le parc à cette heure-là. C'est bien, j'y serai. Va. Il le fit sortir par la porte du vestibule, et revenant vers la salle d'attente, il appela. Les frères Doudeville. 2 jeunes gens entrèrent, habillés avec une élégance un peu trop recherchée,
les yeux vifs, l'air sympathique. « Bonjour, Jean. Bonjour, Jacques. Quoi de nouveau à la préfecture ?»« Pas grand-chose, patron. Monsieur Lenormand a toujours confiance en vous ? » ?»« Toujours. Après Gourel, nous sommes ses inspecteurs favoris. La preuve, c'est qu'il nous a installés au Palace Hotel pour surveiller les gens qui habitaient le couloir du premier étage, au moment de l'assassinat de Chapman. Tous les matins, Gourel vient, et nous lui faisons le même rapport qu'à vous. Parfait. Il est essentiel que je sois au courant de tout ce qui se fait et de tout ce qui se dit à la préfecture de police. Tant que Lenormand vous croira ses hommes, je suis maître de la situation. Et dans l'hôtel, avez-vous découvert une piste quelconque ? Jean Doudeville, l'aîné, répondit. L'anglaise, celle qui habite à une des chambres, l'anglaise est partie. Celle-là ne m'intéresse pas, j'ai mes renseignements. Mais son voisin, le major Parbury, ils semblèrent embarrassés. Enfin, l'un d'eux répondit. Ce matin, le major Parbury a commandé qu'on transportât ses bagages à la gare du Nord pour le train de 12h50, et il est parti de son côté en automobile. Nous avons été au départ du train, le major n'est pas venu. Et les bagages ? Il les a fait reprendre à la gare. Par qui ? Par un commissionnaire, nous a-t-on dit. De sorte que sa trace est perdue. Oui. Enfin ! S'écria joyeusement le prince. Les autres le regardèrent étonnés. Eh oui, dit-il, voilà un indice. Vous croyez ? Évidemment, l'assassinat de Chapman n'a pu être commis que dans une des chambres de ce couloir. C'est là, chez un complice, que le meurtrier de M. Kesselbach avait conduit le secrétaire. C'est là qu'il l'a tué. C'est là qu'il a changé de vêtements. Et c'est le complice qui, une fois l'assassin parti, a déposé le cadavre dans le couloir. Mais quel complice ? La manière dont disparaît le major Parbury tendrait à prouver qu'il n'est pas étranger à l'affaire. Vite, téléphonez la bonne nouvelle à M. Lenormand ou à Gourel. Il faut qu'on soit au courant le plus vite possible à la préfecture. Ces messieurs et moi, nous marchons la main dans la main. Il leur fit encore quelques recommandations concernant leur double rôle d'inspecteur de la police au service du prince Cernine, et il les congédia. Dans la salle d'attente, il restait 2 visiteurs. Il introduisit l'un d'eux. « Mille excuses, docteur, lui dit-il. Je suis tout à toi. Comment va Pierre-le-Duc ? Mort. Oh oh, dit Cernine. Je m'y attendais depuis ton mot de ce matin. Mais tout de même, le pauvre garçon n'a pas été long. Il était usé jusqu'à la corde, une syncope, et c'était fini. Il n'a pas parlé ? Non. Tu es sûr que depuis le jour où nous l'avons cueilli ensemble sous la table d'un bouge à Belleville, tu es sûr que personne dans ta clinique n'a soupçonné que c'était lui, Pierre-le-Duc, que la police recherche. Ce mystérieux Pierre-le-Duc que Kesselbach voulait trouver à tout prix. Personne. Il occupait une chambre à part. En outre, j'avais enveloppé sa main gauche d'un pansement pour qu'on ne pût voir la blessure du petit doigt. Quant à la cicatrice de la joue, elle est invisible sous la barbe. Et tu l'as surveillée toi-même. Moi-même. Et selon vos instructions, j'ai profité pour l'interroger de tous les instants où il semblait plus lucide. Mais je n'ai pu obtenir que des balbutiements indistincts. Le prince murmura pensivement. Mort. Pierre-le-Duc est mort. Toute l'affaire Kesselbach reposait évidemment sur lui, et voilà. Voilà qu'il disparaît sans une révélation, sans un seul mot sur lui, sur son passé. Faut-il m'embarquer dans cette aventure à laquelle je ne comprends encore rien ? C'est dangereux, je peux sombrer. Il réfléchit un moment et s'écria. Ah, tant pis, je marche quand même. Ce n'est pas une raison parce que Pierre-le-Duc est mort pour que j'abandonne la partie. Au contraire, et l'occasion est trop tentante. Pierre-le-Duc est mort, vive Pierre-le-Duc. Va, docteur, rentre chez toi. Ce soir, je te téléphonerai. Le docteur sortit. À nous deux, Philippe, dit Cernine au dernier visiteur, un petit homme aux cheveux gris, habillé comme un garçon d'hôtel, mais d'hôtel de 10e ordre. Patron, commença Philippe, je vous rappellerai que la semaine dernière, vous m'avez fait entrer comme valet de chambre à l'hôtel des 2 empereurs, à Versailles, pour surveiller un jeune homme. Eh oui, je sais, Gérard Beaupré. Où en est-il ? À bout de ressources. Toujours des idées noires ? Toujours. Il veut se tuer. Est-ce sérieux ? Très sérieux. J'ai trouvé dans ses papiers cette petite note au crayon. Ah ah, fit Cernine en lisant la note. Il annonce sa mort. Et ce serait pour ce soir. Oui, patron. La corde est achetée et le crochet fixé au plafond. Alors, selon vos ordres, je suis entré en relation avec lui. Il m'a raconté sa détresse et je lui ai conseillé de s'adresser à vous. Le prince Cernine est riche, lui ai-je dit. Il est généreux. Peut-être vous aidera-t-il. Tout cela est parfait. De sorte qu'il va venir ? Il est là. Comment le sais-tu ? Je l'ai suivi. Il a pris le train de Paris et maintenant il se promène de long en large sur le boulevard. D'un moment à l'autre, il se décidera. À cet instant, un domestique apporta une carte. Le prince lut et dit « Introduisez M. Gérard Beaupré. » Et, s'adressant à Philippe,
Passe dans ce cabinet, écoute et ne bouge pas. Resté seul, le prince murmura. Comment hésiterais-je? C'est le destin qui l'envoie, celui-là. Quelques minutes après, entrait un grand jeune homme blond, mince, au visage amaigri, au regard fiévreux et qui se tint sur le seuil, embarrassé, hésitant, dans l'attitude d'un mendiant qui voudrait tendre la main et qui n'oserait pas. La conversation fut courte. « C'est vous, monsieur Gérard Beaupré ?»« Oui, oui, c'est moi. Je n'ai pas l'honneur. »« Voilà, monsieur, voilà, on m'a dit. »« Qui, on ?»« Un garçon d'hôtel qui prétend avoir servi chez vous. Enfin, bref. »« Eh bien ?» Le jeune homme s'arrêta, intimidé, bouleversé par l'attitude hautaine du prince. Celui-ci s'écria. « Cependant, monsieur, il serait peut-être nécessaire. »« Voilà, monsieur, on m'a dit que vous étiez très riche et généreux, et j'ai pensé qu'il vous serait possible. » Il s'interrompit, incapable de prononcer la parole de prière et d'humiliation. Cernine s'approcha de lui. « Monsieur Gérard Beaupré, n'avez-vous pas publié un volume de vers intitulé « Le sourire du printemps » ? ?»« Oui, oui !» s'écria le jeune homme dont le visage s'éclaira. « Vous avez lu ? Oui, très joli vos vers, très joli, seulement. Est-ce que vous comptez vivre avec ce qu'ils vous rapporteront ? Certes, un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre ? Plutôt l'autre, n'est-ce pas ? Et en attendant, vous venez me demander de quoi vivre. De quoi manger, monsieur ? Cernine lui mit la main sur l'épaule effroidement. Les poètes ne mangent pas, monsieur. Ils se nourrissent de rimes et de rêves. Faites ainsi. Cela vaut mieux que de tendre la main. Le jeune homme frissonna sous l'insulte. Sans une parole, il se dirigea vivement vers la porte. Cernine l'arrêta. Un mot encore, monsieur. Vous n'avez plus la moindre ressource. Pas la moindre. Et vous ne comptez sur rien. J'ai encore un espoir. J'ai écrit à un de mes parents, le suppliant de m'envoyer quelque chose. J'aurai sa réponse aujourd'hui. C'est la dernière limite. Et, si vous n'avez pas de réponse, vous êtes décidé sans doute, ce soir même, à... Oui, monsieur. Cela fut dit simplement et nettement. Cernine éclata de rire. Dieu, que vous êtes comique, brave jeune homme, et quelle conviction ingénue. Revenez me voir l'année prochaine, voulez-vous ? Nous reparlerons de tout cela. C'est si curieux, si intéressant, et si drôle surtout. Ha 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 ! Et secoué de rire, avec des gestes affectés et des salutations, il le mit à la porte. Philippe, dit-il en ouvrant au garçon d'hôtel, tu as entendu ? Oui, patron. Gérard Beaupré attend cet après-midi un télégramme, une promesse de secours. Oui, sa dernière cartouche. Ce télégramme, il ne faut pas qu'il le reçoive. S'il arrive, cueille-le au passage et déchire-le. Bien, patron. Tu es seul dans ton hôtel ? Oui, seul avec la cuisinière qui ne couche pas. Le patron est absent. Bon, nous sommes les maîtres. À ce soir, vers 11h. File. Section 2. Le prince Cernine passa dans sa chambre et sonna à son domestique. Mon chapeau, mes gants et ma canne. L'auto est là ? Oui, monsieur. Il s'habilla, sortit et s'installa dans une vaste et confortable limousine qui le conduisit au bois de Boulogne, chez le marquis et la marquise de Gastine, où il était prié à déjeuner. À 2h30, il quittait ses hôtes, s'arrêtait avenue Kléber, prenait 2 de ses amis et un docteur, et arrivait à 3h moins 5 au Parc des Princes. À 3h, il se battait au sabre avec le commandant italien Spinelli, dès la première reprise coupait l'oreille à son adversaire, et à 3h3/4, taillait au cercle de la rue Cambon, une banque, d'où il se retirait à 5h20 avec un bénéfice de 47 000 francs. Et tout cela sans hâte, avec une sorte de nonchalance hautaine, comme si le mouvement endiablé qui semblait emporter sa vie dans un tourbillon d'actes et d'événements était la règle même de ses journées les plus paisibles. « Octave, dit-il à son chauffeur, nous allons à Garches. » Et à 6h moins 10, il descendait devant les vieux murs du parc de Villeneuve. Dépecé maintenant, abîmé, le domaine de Villeneuve conserve encore quelque chose de la splendeur qu'il connut au temps où l'impératrice Eugénie venait y faire ses couches. Avec ses vieux arbres, son étang, l'horizon de feuillage que déroulent les bois de Saint-Cloud, le paysage a de la grâce et de la mélancolie. Une partie importante du domaine fut donnée à l'Institut Pasteur. Une portion plus petite, et séparée de la première par tout l'espace réservé au public, forment une propriété encore assez vaste, et où s'élèvent, autour de la maison de retraite, 4 pavillons isolés. C'est là que demeure Madame Kesselbach, se dit le prince en voyant de loin les toits de la maison et des 4 pavillons. Cependant, il traversait le parc et se dirigeait vers l'étang. Soudain, il s'arrêta derrière un groupe d'arbres. Il avait aperçu 2 dames accoudées au parapet du pont qui franchit l'étang. Varnier et ses hommes doivent être dans les environs, mais fichtre, ils se cachent rudement bien, j'ai beau chercher. Les 2 dames foulaient maintenant l'herbe des pelouses, sous les grands arbres vénérables. Le bleu du ciel apparaissait entre les branches que berçait une brise calme, et il flottait dans l'air des odeurs de printemps et de jeune verdure.
Sur les pentes de gazon qui descendaient vers l'eau immobile, les marguerites, les pommerolles, les violettes, les narcisses, le muguet, toutes les petites fleurs d'avril et de mai se groupaient et formaient çà et là comme des constellations de toutes les couleurs. Le soleil se penchait à l'horizon. Et tout à coup, 3 hommes surgirent d'un bosquet et vinrent à la rencontre des promeneuses. Ils les abordèrent. Il y eut quelques paroles échangées. Les 2 dames donnaient des signes visibles de frayeur. L'un des hommes s'avança vers la plus petite et voulut saisir la bourse en or qu'elle tenait à la main. Elles poussèrent des cris, et les 3 hommes se jetèrent sur elle. C'est le moment ou jamais de surgir, se dit le prince. Et il s'élança. En 10 secondes, il avait presque atteint le bord de l'eau. À son approche, les 3 hommes s'enfuirent. Fuyez, malandrin, ricana-t-il, fuyez à toutes jambes. Voilà le sauveur qui émerge. Et il se mit à les poursuivre. Et une des dames le supplia. Oh, monsieur, je vous en prie, mon ami est malade. La plus petite des promeneuses, en effet, était tombée sur le gazon, évanouie. Il revint sur ses pas et avec inquiétude. Elle n'est pas blessée, dit-il. Est-ce que c'est misérable? Non, non, c'est la peur seulement, l'émotion. Et puis, vous allez comprendre, cette dame est madame Kesselbach. Oh, dit-il. Il offrit un flacon de sel que la jeune femme fit aussitôt respirer à son ami, et il ajouta. Soulevez l'améthyste qui sert de bouchon. Il y a une petite boîte, et dans cette boîte des pastilles. Que madame en prenne une, pas davantage, c'est très violent. Il regardait la jeune femme soigner son amie. Elle était blonde, très simple d'aspect, le visage doux et grave, avec un sourire qui animait ses traits alors même qu'elle ne souriait pas. C'est Geneviève, pensa-t-il, et il répéta en lui-même, tout ému. Geneviève, Geneviève. Madame Kesselbach, cependant, se remettait peu à peu. Étonnée d'abord, elle parut ne pas comprendre. Puis, la mémoire lui revenant, d'un signe de tête, elle remercia son sauveur. Alors, il s'inclina profondément et dit « Permettez-moi de me présenter. Le prince Cernine. » Elle dit à voix basse « Je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance. » En ne l'exprimant pas, madame. C'est le hasard qu'il faut remercier. Le hasard qui a dirigé ma promenade de ce côté. Mais puis-je vous offrir mon bras? Quelques minutes après, madame Kesselbach sonnait à la maison de retraite et elle disait au prince « Je réclamerai de vous un dernier service, monsieur. Ne parlez pas de cette agression. Cependant, madame, ce serait le seul moyen de savoir. Pour savoir, il faudrait une enquête. Et ce sera encore du bruit autour de moi, des interrogatoires, de la fatigue. Et je suis à bout de force. » Le prince n'insista pas. La saluant, il demanda « Me permettrez-vous de prendre de vos nouvelles ?»« Mais certainement. » Elle embrassa Geneviève et rentra. La nuit, cependant, commençait à tomber. Cernine ne voulut pas que Geneviève retournât seule. Mais il ne s'était pas engagé dans le sentier qu'une silhouette détachée de l'ombre accourut au-devant d'eux. « Grand-mère » s'écria Geneviève. Elle se jeta dans les bras d'une vieille femme qui la couvrit de baisers. « Ah, ma chérie, que s'est-il passé comme tu es en retard, toi, si exact ?» Geneviève présenta « Madame Ernemont, ma grand-mère, le prince Cernine. » Puis elle raconta l'incident et madame Ernemont répétait « Oh, ma chérie, comme tu as dû avoir peur. Je n'oublierai jamais, monsieur, je vous le jure. Mais comme tu as dû avoir peur, ma pauvre chérie. »« Allons, bonne maman, tranquillise-toi, puisque me voilà. »« Oui, mais la frayeur a pu te faire mal, on ne sait jamais les conséquences. Oh, c'est horrible !» Ils longèrent une haie, par-dessus laquelle on devinait une cour plantée d'arbres, quelques massifs, un préau et une maison blanche. Derrière la maison s'ouvrait, à l'abri d'un bouquet de sureaux disposés en tonnelle, une petite barrière. La vieille dame pria le prince Cernine d'entrer et le conduisit dans un petit salon qui servait à la fois de parloir. Geneviève demanda au prince la permission de se retirer un instant pour aller voir ses élèves, dont c'était l'heure du souper. Le prince et madame Ernemont restèrent seuls. La vieille dame avait une figure pâle et triste, sous ses cheveux blancs dont les bandeaux se terminaient par 2 anglaises. Trop forte, de marche lourde, elle avait, malgré son apparence et ses vêtements de dame, quelque chose d'un peu vulgaire, mais des yeux étaient infiniment bons. Tandis qu'elle mettait un peu d'ordre sur la table, tout en continuant à dire son inquiétude, le prince Cernine s'approcha d'elle, lui saisit la tête entre les 2 mains et l'embrassa sur les 2 joues. « Eh bien, la vieille, comment vas-tu » Elle demeura stupide, les yeux hagards, la bouche ouverte. Le prince l'embrassa de nouveau en riant. Elle bredouilla. « Toi, c'est toi. Ah, Jésus-Marie, est-ce possible? Jésus-Marie !»« Ma bonne Victoire !»« Ne m'appelle pas ainsi !» s'écria-t-elle en frissonnant. « Victoire est morte. Ta vieille nourrice n'existe plus. J'appartiens tout entière à Geneviève. » Elle dit encore à voix basse. « Ah, Jésus, j'avais bien lu ton nom dans les journaux. Alors, c'est vrai, tu recommences ta mauvaise vie? Comme tu vois. »
Tu m'avais pourtant juré que c'était fini, que tu partais pour toujours, que tu voulais devenir honnête. J'ai essayé, voilà 4 ans que j'essaie. Tu ne prétendras point que pendant ces 4 ans j'ai fait parler de moi. Eh bien, ça m'ennuie. Elle soupira. Toujours le même, tu n'as pas changé, ah, c'est bien fini, tu ne changeras jamais. Ainsi, tu es dans l'affaire Kesselbach. Parbleu. Sans quoi, me serais-je donné la peine d'organiser contre madame Kesselbach à 6 heures une agression, pour avoir l'occasion, à 6h05, de l'arracher aux griffes de mes hommes? Sauvée par moi, elle est obligée de me recevoir. Me voilà au cœur de la place, et, tout en protégeant la veuve, je surveille les alentours. Ah, que veux-tu? La vie que je mène ne me permet pas de flâner et d'employer le régime des petits soins et des hors-d'œuvre. Il faut que j'agisse par coup de théâtre, par victoire brutale. Elle l'observait avec effarement, et elle balbutia. Je comprends, tout ça, c'est du mensonge. Mais alors, Geneviève? Eh, d'une pierre, je faisais 2 coups. Tant qu'à préparer un sauvetage, autant marcher pour 2. Pense à ce qu'il me fallut de temps, d'efforts inutiles peut-être, pour me glisser dans l'intimité de cet enfant. Qu'étais-je pour elle? Toucherais-je encore un inconnu? Un étranger? Maintenant, je suis le sauveur. Dans 1 heure, je serai l'ami. Elle se mit à trembler. Ainsi, tu n'as pas sauvé Geneviève. Ainsi, tu vas nous mêler à tes histoires. Et soudain, dans un accès de révolte, la grippant aux épaules. Eh bien non, j'en ai assez, tu entends? Tu m'as amené cette petite un jour en me disant, tiens, je te la confie, ses parents sont morts, prends-la sous ta garde. Eh bien, elle y est sous ma garde, et je saurai la défendre contre toi et contre toutes tes manigances. Debout, qu'un d'aplomb, ses 2 poings crispés, le visage résolu, madame Ernemont semblait prête à toutes les éventualités. Posément, sans brusquerie, le prince Cernine détacha l'une après l'autre les 2 mains qui l'étreignaient, à son tour empoigna la vieille dame par les épaules, l'assit dans un fauteuil, se baissa vers elle et d'un ton très calme lui dit « Zut !» Elle se mit à pleurer, vaincue tout de suite, et croisant ses mains devant Cernine. « Je t'en prie, laisse-nous tranquilles, nous étions si heureuses. Je croyais que tu nous avais oubliés, je bénissais le ciel chaque fois qu'un jour s'écoulait. Mais oui, je t'aime bien cependant. Mais Geneviève, vois-tu, je ne sais pas ce que je ferais pour cet enfant. Elle a pris ta place dans mon cœur. Je m'en aperçois, dit-il en riant. Tu m'enverrais au diable avec plaisir. Allons, assez de bêtises. Je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que je parle à Geneviève. Tu vas lui parler? Eh bien, c'est donc un crime? Et qu'est-ce que tu as à lui dire? Un secret très grave, très émouvant. La vieille dame s'effara. Et tu lui feras de la peine peut-être? Oh, je crains tout pour elle. La voilà, dit-il. Non, pas encore. Si, je l'entends. Essuie tes yeux et sois raisonnable. Écoute, fit-elle vivement, écoute. Je ne sais pas quels sont les mots que tu vas prononcer, quel secret tu vas révéler à cet enfant que tu ne connais pas, et moi je la connais. Je te dis ceci. Geneviève est une nature vaillante, forte, mais très sensible. Fais attention à tes paroles. Tu pourrais blesser en elle des sentiments qu'il ne t'est pas possible de soupçonner. Et pourquoi, mon Dieu? Parce qu'elle est d'une race différente de la tienne, d'un autre monde. Je parle d'un autre monde moral. Il y a des choses qu'il t'est défendu de comprendre maintenant. Entre vous deux, l'obstacle est infranchissable. Geneviève a la conscience la plus pure et la plus haute. Et toi? Et moi? Et toi, tu n'es pas un honnête homme. Fin du chapitre 4.